Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais cet épisode est la deuxième version, puisque la première était, disons-le, dans une piètre qualité sonore suite à une erreur technique de ma part. Mais revenons à ce qui nous intéresse vraiment. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Gagic, à la fois présentateur, reporter, raconteur d'histoires pour l'émission Automoto diffusée chaque dimanche sur TF1 à 10h15. Il nous évoque son enfance et comment il est tombé dans la marmite de l'automobile dès son plus jeune âge avec son père. À travers cet épisode, Jean-Pierre nous dévoile aussi son riche parcours de journaliste sportif sur différentes chaînes avant de rejoindre TF1 avec Téléfoot puis Automoto, dont il est l'unique présentateur depuis la rentrée dernière. Il nous partage aussi certaines de ses nombreuses anecdotes liant très souvent deux de ses grandes passions, les États-Unis et l'automobile. Pour vous teaser un peu, je peux vous donner quelques noms et quelques mots-clés, comme Fast and Furious, Paul Walker ou encore Rob Dickinson, fondateur du préparateur californien Singer. Au-delà de ces histoires passionnantes, cet épisode l'est tout autant par le discours de Jean-Pierre sur le positionnement d'une émission télé dédiée à l'automobile à l'heure où le digital occupe une place importante dans la consommation de contenu automobile, imposant ainsi une nécessaire réinvention du format d'Automoto afin de rester une émission de reportage, de conteur d'histoire comme Jean-Pierre aime à le dire, pour continuer à faire vivre la passion pour cet objet incroyable qu'est l'automobile. Il nous parle aussi bien entendu des automobiles qui l'ont marqué et celles qui continuent à le faire rêver. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Jean-Pierre fait allusion sur Instagram @dbg_podcast. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Jean-Pierre. Salut Yann. Je suis ravi de t'accueillir dans Boîte à Gants. C'est la deuxième fois qu'on entend cet épisode parce que j'ai eu un problème de son sur le premier. Donc merci de ta bienveillance et d'avoir réagi super vite. Ah bah écoute, je t'en prie, si tu savais le nombre de fois où on a des problèmes de son dans les sujets d'automoto, t'inquiète pas, je sais ce que c'est, je le comprends tout à fait, il n'y a aucun problème. Bah c'est trop cool. Bah justement, tu viens de parler d'automoto. Est-ce que tu peux te présenter un peu en deux mots pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Ouais, eh bien écoute, je m'appelle Jean-Pierre Gagic, j'ai la chance, l'honneur et le privilège de présenter cette automoto qui en est à sa 46e année, plus vieille émission de TF1, troisième plus vieille émission de la télé française, toujours en activité, derrière le Jour du Seigneur et les chiffres et les lettres. Donc c'est une grande et belle institution que je présente officiellement seul depuis septembre dernier et pour laquelle je travaille maintenant depuis pas loin de 15 ans, je pense. Hein. Je pense que je vais pas tarder à entamer ma 15e année à Automoto. Ouais. Et avant de parler de ta carrière de journaliste, parce que tu as fait plein de choses avant Automoto, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur justement l'automobile, la place d'automobile dans ton enfance ? Bah, tu sais, ça a toujours été une place à part. Et moi, j'ai toujours baigné dedans parce que mon père était vendeur de voitures. Il a travaillé dans à peu près toutes les concessions et chez toutes les marques, peut-être à part les marques françaises d'ailleurs, c'est assez particulier. Mais d'aussi loin que je me souvienne, je traînais avec mon père dans les garages, quoi. Voilà. Il a commencé chez Ford, il est resté longtemps chez Alfa Romeo. C'est là où j'ai mes premiers souvenirs automobiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'Alfa est une marque un petit peu à part pour moi, les voitures italiennes en général. J'ai parcouru les grands prix de Formule 1, Castellet, Dijon, Monaco avec lui. Mes premier grand souvenir automobile, je pense que c'était dans le col de Turini pour le rallye de Monte-Carlo où on passait des soirées, des nuits là-bas à se peler les miches et attendre que les voitures arrivent. Donc j'ai vraiment littéralement toujours baigné dans l'automobile puisque voilà, c'était une partie intégrante des moments que je passais avec mon père. Et j'ai eu la chance aussi d'être dans la belle automobile parce que pendant un certain nombre d'années, alors je ne sais plus exactement l'année, mais je sais que ça correspond
à l'année où Coluche est mort, puisque pendant le festival du film, Coluche venait voir mon père au garage, ils étaient devenus un petit peu potes. Okay. Il avait le seul garage sur la Croisette à Cannes, puisque je suis originaire de Cannes, juste à côté de l'hôtel Le Martinez. Alors c'est un local qui existe toujours, mais qui appartient désormais à une grande marque de couture, je crois, qui a son magasin là-bas. Et ce showroom appartenait au plus grand concessionnaire de voitures d'occasion de Cannes. Et pour se faire un petit peu de la pub, il descendait ses 7-8 plus belles bagnoles dans ce local, donc sur la Croisette. Donc évidemment, c'est les Rolls, les Ferrari et autres Lamborghini. Et évidemment, moi j'arrivais à l'époque, j'étais gamin, j'arrivais avec mon vélo, mon Raleigh, mon BMX, mon Bicross Raleigh. Et je vois pas du tout ce que c'est. Oui, parce que c'était trop jeune, tu sais, je suis un peu vieux con maintenant. C'est des vélos des Bicross, quoi, voilà, des BMX. Hein. C'est marrant, j'en ai racheté un sur le Bon Coin d'ailleurs, il y a pas très longtemps. Petite Madeleine de Proust. Voilà, exactement. Et je traînais avec mon père là-bas, je l'aidais à sortir, alors pas à sortir les voitures parce que je les conduisais pas encore, quoique j'ai appris à conduire un peu trop tôt par rapport à la législation française. Mais voilà, je nettoyais les voitures. Je traînais avec lui parce que j'étais pas très loin d'où on habitait et je traînais dans ce local avec lui. Il y avait des gens qui passaient. Je me rappellerai de cette dame très très bien qui était rentrée un jour dans le magasin. C'est une dame qui doit avoir je sais pas, bien 70 ans et qui dit à mon père je cherche à acheter la voiture de Magnum, qui était donc une Ferrari, une 308, une GTS. Et elle savait pas du tout ce que c'était. Elle avait vu ça à la télé, elle en voulait une. Donc elle est repartie avec la voiture, puisque mon père lui en a trouvé une 2-3 semaines après, je crois. Elle était partie avec cette Ferrari qu'elle a sans doute jamais pu conduire véritablement, parce que je pense que la dame était un petit peu âgée pour le faire. Coluche, donc comme je le disais, est venu parce que pendant le festival du film, il logeait avec l'équipe de Canal au Martinez. Et évidemment, avec la proximité, comme il aimait beaucoup les motos, les voitures, etc., ils étaient devenus un petit peu potes, comme ça. Donc on voyait passer Coluche, qui avait pris, je me souviens, il avait une Rolls, une Corniche blanche, pour aller faire un tour sur la Croisette avec. Donc voilà, ces souvenirs-là, c'est une espèce de... Ça devait être marrant de voir Coluche en Rolls. C'était marrant, et puis il était, il faisait, c'était à l'époque où il était avec Denisot, cette fameuse scène où ils font une interview dans la piscine du Martinez, assis au fond de la piscine, et bon, voilà quoi. Et c'est assez incroyable parce que je me rappelle très bien du jour de sa mort, puisque j'arrive au garage de mon père avec ce fameux vélo, ce fameux BMX, pour traîner un petit peu. Et je vois mon père qui est déconfit, et il y avait quelqu'un aussi de son entourage de Coluche qui était venu lui annoncer la bonne nouvelle. Et je me souviens vraiment très bien de cette date si particulière. Et voilà, donc après, j'ai grandi là-dedans, et c'est marrant parce que ça m'a un peu, je sais pas, désinhibé. J'ai jamais eu de poster de voiture dans ma chambre. T'as désacralisé l'automobile, quoi. Ouais, parce que j'y avais accès, en fait, tu vois. Et je dis pas ça pour faire le mariole, mais moi j'ai eu la chance de monter je me rappelle cette Countach blanche qui était extraordinaire à côté de mon père. Ce souvenir, c'est marrant parce que j'en ai conduit il n'y a pas très longtemps pour Automoto sur un road trip qu'on a fait avec Lamborghini, et j'ai retrouvé cette espèce de four intenable à l'intérieur avec la chaleur, on n'y voyait rien, c'est inconduisible, mais bon voilà, c'est une Countach, hein. Il avait récupéré une Lotus Esprit Turbo et on passait sous les barrières de péage avec la voiture. Donc ce fantasme, ce rêve automobile, j'y ai eu accès, pas parce que mon père avait ses voitures, mais parce qu'il pouvait en profiter. J'ai appris à conduire très tôt, hein. Je crois qu'en toute honnêteté, je conduisais avec mon père, je devais avoir une 15aine d'années. Bon, c'était une autre époque, hein. Voilà, on était dans les années 80, c'était un peu la fête du slipe. Donc voilà, la voiture a toujours été extrêmement présente, mais elle n'a pas été un sujet de fantasme pour moi parce que j'y avais accès, en fait, tout simplement. Ce qui explique que donc, tu grandis avec d'autres passions presque, parce qu'en fait, tu t'intéresses aussi aux États-Unis. Oui, ça a toujours été un gros point d'ancrage culturel pour moi parce que très tôt, je regardais beaucoup la télé, en fait. J'adorais ça. Voilà, j'adorais ça. Évidemment, tout ce qui était série américaine de l'époque, hein, les Starsky et Hutch, les Chips, les Magnum, un peu plus tard les K2000, parce que finalement l'automobile était toujours très présente, hein, dans ces séries. Les Shérifs Fais-moi peur aussi, hein, et encore d'autres que j'oublie. Et je regardais ça, donc j'ai été évidemment bercé par
par la Grande Torino de Starsky et Hutch, par la Ferrari de Magnum, par la Charger de Sheriff Fais-moi peur. C'est un pays qui m'a toujours fasciné, qui continue à le faire parce que j'y vais très souvent pour Automoto, parce que aussi c'est un paradis automobile absolument dingue et il y a des histoires fantastiques à regarder dans ce pays. Donc ça a toujours tenu une place très importante. Très vite, je me suis intéressé au sport majeur là-bas qui est le football américain, que j'ai pratiqué en France. À partir de, je crois que j'ai commencé à 19 ans, je pense. J'ai joué 6-7 ans. Trop modeste pour dire que t'as une sélection en équipe de France. Alors voilà, oui. Remettons les choses dans leur contexte. Hein. Le football américain dans les années 90 n'est plus du tout le football américain français aujourd'hui. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer un peu les joueurs de la nouvelle génération. Ça n'a rien à voir avec nous. Hein. Nous, à l'époque, on avait un petit peu les codes du rugby adaptés au football américain. Hein. Ça finissait une fois sur deux en baston. Enfin bon, c'était un. Ça s'est professionnalisé depuis quoi. Les joueurs en France sont toujours amateurs, mais en termes de physique, en termes d'évolution, ça n'a plus rien à voir. Les mecs aujourd'hui, ils font 1m90, 95 kg, c'est des vrais athlètes. Nous, à l'époque, on était encore dans ce côté un petit peu équipe de rugby de clocher, comme ça, qui était génial. Hein. Moi, j'ai des souvenirs incroyables de cette époque-là. Et donc, ouais, voilà, le football américain, cet intérêt autour des États-Unis, ça est toujours resté. Et j'en ai d'ailleurs fait mon premier boulot après mes études de journalisme, parce que j'ai très vite su que je voulais faire du journalisme à la télévision. Après un reportage, j'ai eu un déclic, c'était un reportage de Didier Roustan, qui est d'ailleurs cannois, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et puis après, j'ai travaillé avec lui à l'équipe TV, qui a fait un reportage sur le quarterback des San Francisco 49ers, Joe Montana. Un reportage qui s'appelait Joe Knows, avec une construction très particulière, une narration qu'on n'avait pas l'habitude de voir à la télé, parce que Didier Roustan a apporté beaucoup de choses en termes de narration à la télé en France. Et j'ai vu ce reportage et je me suis dit, je vais faire du foot américain un jour parce que ça a l'air génial. Et 2, je veux faire ça à la télé. Voilà, j'ai trouvé mon boulot. Je veux raconter des histoires à la télé. Donc j'étais pas un super élève, j'étais un peu feignant. Bon voilà, pas mauvais élève, mais l'école c'était une source d'ennui en fait pour moi. Maintenant mes enfants sont grands, je peux le dire. Donc je le faisais, mais j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que j'avais envie de faire. Et donc c'est ce qui m'a poussé. Voilà. T'avais cet objectif et tu. J'avais cet objectif. Je dis voilà, je veux être journaliste. Je sais qu'il faut faire une école de journalisme. Pour faire une école de journalisme, il faut faire une prépa de 2 ans, Sciences Po, droit, n'importe quoi. Donc il faut avoir son bac. Donc tout ça m'a aidé à passer toujours ric-rac le bac, à avoir le doc de droit et après de rentrer en école de journalisme. Et donc j'ai eu la chance d'être embauché tout de suite derrière, en sortant de l'école, à l'équipe TV, donc une chaîne qui venait de se créer, qui existe toujours d'ailleurs. Et là, voilà, j'ai monté les échelons. J'ai commencé en faisant des sujets, puis après, je me suis spécialisé en faisant des formations pour apprendre à filmer et partir un peu à l'aventure, parce que je savais que pour aller aux États-Unis, vu les moyens de la chaîne, il fallait que j'aille seul. Donc j'ai appris à filmer avec une caméra, j'ai appris à tourner. Et je crois que mon premier grand reportage aux États-Unis, j'ai dû y aller tout seul. C'était à Los Angeles. Je suis resté une dizaine de jours. J'y suis retourné après. On a été, je crois, la première ou la deuxième télé à aller voir Tony Parker aux Spurs de San Antonio. Ça, c'était en 2001. Je m'en souviens très bien, puisqu'après, on avait été à New York faire un reportage sur le sport, un petit peu la valeur refuge des Américains après les attentats du 11 septembre. C'était vraiment un moment très particulier d'ailleurs, parce qu'on avait été filmé au World Trade Center, qui était encore complètement en ruine avec de la fumée. Enfin, ça devait être chargé d'émotions. Ouais, c'était très 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 particulier. Donc après, je me suis occupé de tout ce qui était football américain et sport américain en général à l'équipe TV. Donc j'étais très loin de la voiture. Hein. Je suivais toujours, je regardais Automoto, je regardais Turbo, je regardais un peu ce qui se faisait. J'étais toujours au courant de ce qui se passait dans la voiture parce que ça continuait à m'intéresser. Mais c'était pas mon travail. Voilà. Mais tu avais atteint le but que tu t'étais fixé. J'avais atteint le but. J'étais journaliste, j'étais reporter, je partais filmer des images, raconter des histoires, mais qui étaient très centrés autour des sports américains et des États-Unis en général. J'avais fait un tournage où j'expliquais un petit peu le système des facultés aux États-Unis avec ses championnats universitaires, avec ces installations absolument dingues. J'étais parti faire un reportage à Stanford, qui est peut-être le Harvard en fait de la côte ouest, à côté de San Francisco. Donc voilà, je me suis imprégné de cette culture américaine. J'ai travaillé autour de ça à l'équipe TV.
Après, je suis parti de l'équipe TV parce que j'avais fait le tour de la question. J'ai été pigiste pendant 2-3 ans. Donc là, l'équivalent d'un freelance. L'équivalent d'un freelance, voilà. Hein, tu t'es contacté par France Télé, TF1, Canal, où tu es payé un petit peu à la journée, voilà, pour faire un reportage, pour commenter un match, etc. Donc moi, je crois que je bossais partout, quoi. J'ai beaucoup bossé à Canal. Je commentais les matchs de NBA, le championnat de basket la nuit. Et j'ai commencé à TF1. Mais avant de commencer à Automoto, j'ai commencé à Téléfoot. Parce que, évidemment, quand tu es journaliste sportif en France et en Europe, le football, enfin le soccer, hein, le football classique, tient une part importante. Donc forcément, quand tu es en freelance, en pigiste comme ça, il faut que tu sois aussi polyvalent, que tu saches à peu près tout faire. Parce que si tu t'intéresses qu'au sport américain, c'est pas ce qui va te faire vivre. Hein. Donc forcément, il faut que tu t'intéresses à tous les sports et surtout au football classique, le soccer. Hein. Donc j'ai commencé à bosser en pigiste à TF1, mais à Téléfoot en fait. Parce que Automoto ils avaient besoin de personne et puis moi ça m'allait très bien et un jour j'étais à TPS Foot, c'est une chaîne qui n'existe plus et il y avait un des rédacteurs en chef qui dit tiens, j'ai un pote qui bosse à Automoto et il cherche un journaliste essayeur, un pigiste pour de temps à autre bosser pour l'émission, faire des essais de bagnole, etc. Et puis moi, je me suis dit, tiens, c'est... Donc là, on est en 2006, c'est ça? Non, on est peut-être un petit peu avant, je crois, 2004, dans ces eaux-là. Okay. Et j'ai dit, tiens, voilà. Moi, mon rédacteur en chef m'en parle parce qu'il sait que j'ai quand même un background automobile important. Et je me suis dit, tiens, ouais, pourquoi pas? Moi, je savais comment ça se passait un petit peu, les essais presse. Tu partais sur 2-3 jours, tu essayais la bagnole un petit peu à gauche, à droite. Donc, j'appelle les gens de chez Automoto. Ils me disaient, OK, on va faire un essai. C'est la Golf GT, la première voiture que j'ai essayée pour Automoto. Et puis voilà, j'en ai fait un, j'en ai fait deux, et puis après je bossais énormément pour eux. Donc t'as un peu mis de côté le côté pigiste où tu faisais plein de choses différentes. En fait, j'étais toujours pigiste, mais je bossais à un moment quasiment exclusivement pour TF1. Ce qui est jamais bon parce que le fait quand t'es pigiste de bosser pour un seul employeur, tu perds un petit peu les autres, forcément, parce que t'es moins disponible. Et puis, assez rapidement, TF1 m'a proposé de signer un CDD, et puis après, on s'est mis d'accord sur un CDI et là je crois que c'était, si mes souvenirs sont bons, en 2016 je crois. 2006 pardon. Ok, donc c'est 2006, c'est là 2006. Ouais. Et voilà, après petit à petit tu commences à faire un essai et puis après tu gravis un petit peu les échelons. Et moi déjà, si tu veux, à cette époque-là, je regardais et je m'intéressais beaucoup à une émission qui s'appelait Top Gear, qui n'était pas encore le Top Gear France, mais qui était la version Top Gear UK, comme on l'appelle, avec Clarkson, Hammond et May, les trois oiseaux qui maintenant sont partis sur Amazon pour faire le grand tour. Parce que, encore une fois, j'étais toujours très proche du milieu automobile, je n'ai jamais quitté. Et leur façon, en fait, d'expliquer, de raconter l'automobile, c'était une révélation, avec beaucoup d'humour anglais, beaucoup de décalage, et encore une fois, cette faculté de raconter des histoires autour d'une voiture. C'est pas un simple essai où tu vas dire, voilà, il y a un grand coffre, elle va vite, ou elle est moche. Le côté compteur automobile. Le côté compteur automobile. Et ça, j'ai regardé tout ce qu'on pouvait regarder sur l'automobile anglaise à travers Top Gear. Il y a une autre émission qui s'appelait Fifth Gear aussi, qui était intéressante, même si elle était moins rigolote, on va dire plus conso que Top Gear. Et petit à petit, quand j'ai commencé un petit peu à faire mon 3 automoto, j'ai commencé à dire, tiens, il y a peut-être un truc à faire dans ce style-là. Avoir un petit peu ce ton un petit peu décalé, emmener un petit peu de l'humour, raconter les voitures d'une façon différente. On a testé beaucoup de choses sur ce qui s'appelait à l'époque les essais GT, qu'on faisait sur le circuit de Haute-Saintonge chez Julien Beltoise, le frère d'Anthony Beltoise, où ça a été un petit peu les prémices de ce qu'on fait aujourd'hui à Mortefontaine en chronométrant les voitures, puisqu'à l'époque on avait chronométré 25 voitures. Et voilà, ça m'a servi un petit peu de laboratoire, de tester certaines choses, de raconter des voitures de manière différente, de filmer la voiture de manière différente. Je me rappelle, parce que c'était bien avant les premiers drones, pour tout te dire, on a fait un truc complètement dingue. On avait pris une GoPro qu'on avait attachée, mais je te jure que c'est vrai. C'était la GoPro 2, 3 à l'époque. C'était la GoPro 0. On l'avait fixée avec des ballons que j'avais gonflé avec de l'hélium pour avoir un plan de hauteur, si tu veux. C'est vrai ? Ouais, on était bien incapable et pas les moyens de louer un hélico. Et on avait fait cette espèce de montage, et c'est vraiment dommage que j'ai pas gardé une photo de cette espèce de GoPro tenue avec des ballons gonflés à l'hélium. Et je te jure qu'il en faut des ballons pour une GoPro. Tu m'étonnes. Moi, je me suis dit, 3 ballons, c'est réglé. Non, il faut beaucoup de ballons. Et je me rappellerai toujours, il y a Julien Beltoise, donc le frère d'Anthony, qui s'occupait de ce circuit, mais qui venait nous voir. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites encore ? On était là avec un fil
avec des ballons, des gros ballons et une GoPro qui pendait pour avoir un plan où la voiture passe en dessous de la GoPro. Plan qui a marché d'ailleurs, puisqu'on a pu le mettre dans le sujet. Il y avait une piste d'hélico, on a mis le feu autour de la piste d'hélico en mettant je sais plus si c'était une Ferrari ou une Lamborghini au milieu pour avoir des images au ralenti de la Lamborghini au milieu des flammes. Donc voilà, ça a été un peu à laboratoire cette époque des essais GT. Je trouve ça génial que tu évoques ce genre d'anecdote parce que ça permet de montrer aussi que même si on a peut-être l'impression que c'est une émission sur TF1, donc gros moyens, etc., c'est pas forcément le cas. Il y a du bricolage aussi. Non, mais alors c'est pas le cas. Tu sais, on est la plus vieille émission de TF1, mais on est la plus petite. Hein. Faut pas croire que on n'a pas les moyens d'un Top Gear UK ou des moyens de film. Hein. C'est pas du tout le cas. Hein. Alors les moyens ont évolué aujourd'hui parce que maintenant on a les GoPro, on a les drones. Enfin, on a des facilités pour tourner qui sont incroyables. Mais non, c'était quand je voyais des trucs chez Top Gear UK, je me suis dit, tiens, putain, ce serait marrant qu'on fasse un truc comme ça. Mais alors, évidemment, ils avaient des hélicos, des trucs, donc c'était évidemment impossible. Et puis alors, je me suis dit, pour te donner un autre exemple, j'essayais de trouver un moyen de ce qu'on appelle, nous, les plans statiques. C'est-à-dire, tu places la voiture dans un bel endroit statique, et puis tu fais des détails, les phares, les machins. Et on avait récupéré une Bentley. Je sais plus ce que c'était comme Bentley, elle était noire, comme ça. On avait tourné ça, il faisait très froid et ça gelait l'hiver. Et j'avais décidé de laisser la Bentley, en fait, sur le circuit. On l'avait arrosée d'eau pour qu'elle soit mais complètement gelée, en fait, le matin pour faire des statiques, comme si c'était une espèce d'hibernatus, voiture un peu figée dans le temps, comme ça. Et puis l'idée, c'était d'ouvrir la porte et de casser la glace. Alors, ça n'a pas du tout marché, hein, évidemment. C'était un échec total parce que on pensait tous obtenir une couche de glace, tu sais, parfaitement uniforme. Non, il y en avait partout. Enfin, ça n'a pas du tout marché. Mais voilà, c'était un espèce de laboratoire, ces essais GT, qui m'ont permis un petit peu d'emmener ma patte dans ce que je voulais faire sur Automoto pour essayer d'amener un ton un petit peu différent. Ces fameux essais commencent à partir de quelle année ? Est-ce que ça serait pas aussi en lien avec la montée des réseaux sociaux, des nouveaux médias qui amènent un nouveau regard sur la consommation de contenu automobile ? Non, c'était un petit peu avant, mais très très vite, parce que moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est un média qui est ultra intéressant. Très très vite, moi je me suis rendu compte de l'importance que ça allait prendre. Je suis pas devin, hein, j'avais pas une boule de cristal pour m'en rendre compte, mais fallait pas être très mariole pour se dire que voilà. Les Facebook et les MySpace avant tout ça, si tu veux, il y avait un terrain de jeu qui allait s'ouvrir qui était phénoménal. Nous, on a vu très vite arriver ces gamins. La première fois, on s'en est vraiment rendu compte, c'était sur les salons automobiles, notamment au salon de Genève, où on voyait arriver ces gamins avec les perches, tu sais, et commencer à faire des lives sur les différents réseaux sociaux. Où nous, on regardait ça, on disait putain, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et en fait, tu te rends compte très vite que ça y est, en termes d'immédiateté, en termes d'information, t'es battu. Voilà. Et évidemment, les constructeurs ont sauté dessus pour créer leur chaîne YouTube, leur page Insta, Facebook, etc. Et nous, on s'est très vite rendu compte que là où Automoto était une source d'information automobile, pour cette information automobile, on allait être battu maintenant. Plus d'exclusivité. Plus d'exclusivité et plus d'avant-première. C'est-à-dire que les premières années à Automoto, quand il y avait le Mondial de Paris, on triplait notre audience. On faisait des émissions à 2 millions, pas loin de 3 millions de téléspectateurs parce que la personne qui était intéressée par la sortie de la nouvelle Twingo ou la nouvelle Ferrari, le moment où il allait voir cette voiture, c'était sur Automoto. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas YouTube, parce qu'il n'y avait pas Facebook, parce qu'il n'y avait pas Insta, parce qu'il n'y avait pas Twitter. Aujourd'hui, un mondial de l'auto qui commence, je sais pas moi, le mardi, tu as toutes les bagnoles sur les chaînes YouTube, sur l'Insta, sur le Facebook, sur le Twitter. Tu les as même avant la sortie de la voiture maintenant. Parce que quand même savoir que ces fameuses photos volées des voitures, une fois sur deux, c'est organisé par les constructeurs pour faire le buzz. Donc on s'est rendu compte très vite que on ne pouvait plus être une émission d'information automobile, mais qu'il fallait qu'on devienne une émission d'histoire automobile. Parce que moi, encore une fois, j'ai rien contre le digital. Nous aussi, on en profite. On a des réseaux sociaux qui sont très forts, notamment la page Facebook d'Automoto. Donc, il faut profiter de ce média-là. Il y a des gens que l'on nomme aujourd'hui influenceurs qui sont devenus un petit peu les présentateurs digitaux automobiles. On fait pas du tout le même travail. Moi, je respecte le travail qu'ils font. C'est pas le mien.
Voilà, mais je le respecte tout à fait. Donc, ok, le digital est là. Des gens se sont personnalisés pour communiquer sur ces supports digitaux. Bon, bah, à nous de nous adapter. Voilà, parce que nous, on a la chance, en fait, là où le digital est un média, j'aime pas le terme, mais c'est un média égoïste, en fait, le digital. Je veux dire, la représentation d'une personne. Et c'est surtout qu'en fait, le digital, tu le regardes tout seul. Oui. Tu es devant ton écran d'ordi, tu es devant ton téléphone, tu es devant ta console. C'est un moyen de consommation relativement égoïste. La télé, et c'est notre force, tu la consommes rarement, tu la consommes seul, mais en général, tu la consommes très souvent en famille, avec ta femme, avec tes enfants, avec ta copine, avec ton mec, enfin n'importe qui. Donc ça, c'est ce qui fait notre Surtout quand force. c'est le dimanche matin. Surtout quand c'est le dimanche matin en plus, parce qu'on est quand même dans une case très particulière. Donc nous, on joue là-dessus. On ne peut évidemment avoir pas la même programmation et les mêmes attentes que le digital. On est des journalistes. C'est une autre grande différence aussi par rapport à ce qui se fait sur le digital. C'est que les influenceurs ne sont pas des journalistes. Nous, on a un certain recul, on a une certaine objectivité que beaucoup questionnent, parce qu'évidemment, TF1, chaîne privée, on vit avec la pub, mais croyez-moi, même si on a eu parfois des constructeurs qui nous ont fait comprendre clairement qu'ils n'avaient pas du tout aimé ce qu'on avait dit sur l'essai de telle ou telle voiture, croyez-moi, on n'a jamais, en 15 ans d'automoto, pas une fois j'ai été censuré dans mes sujets. Voilà. Aujourd'hui, c'est impossible de dire qu'une voiture est mauvaise, parce qu'en termes de sécurité, quelle que soit la bagnole que tu achètes, elle va répondre au minimum requis pour rouler en toute sécurité sur une route. Mais en revanche, si on trouve que y a quelque chose qui ne va pas dans la voiture, on a la liberté de le dire, et on le dit très franchement. Sur le digital, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on sait que beaucoup d'influenceurs travaillent et sont payés par les constructeurs. Mais encore une fois, je ne remets pas ça en cause. Hein. Chacun son boulot, moi, ça ne me pose pas de soucis. Hein. C'est beaucoup plus... comment dire, le digital, c'est de l'entertainment, quoi. Tu vas passer un bon moment. Nous, notre but maintenant, c'est de faire quelque chose où on va raconter des histoires, et où cette immédiateté de l'information qu'on ne peut plus avoir, on va le laisser au digital, et ça nous va très bien, mais il a fallu s'adapter. Ouais. Donc oui, justement, Automoto, c'est plus recentré sur du reportage, des grands reportages, chose que justement ces influenceurs ou autres personnes sur les médias ne peuvent pas forcément faire. Parce que c'est encore ce que vous avez gardé. Oui, et puis encore une fois, tu sais, faire de la télé, alors ça s'est démocratisé avec toutes les émissions de télé-réalité. N'importe qui peut faire de la télé. Après, ça dépend de la télé que tu veux faire. Hein. C'est toujours pareil, encore une fois. Et moi, je le revendique parce que j'en suis très fier. On est journaliste à Automoto. Partir faire des reportages, ça demande beaucoup de travail, ça demande de l'expérience. On en apprend encore tous les jours. C'est ce qui fait effectivement notre force, parce que je pense que vraiment à Automoto, on a cette qualité de pouvoir, et c'est très important pour moi, raconter des histoires. On est des raconteurs d'histoires maintenant. On essaiera toujours la dernière Twingo, la dernière Clio, parce que les gens attendent de savoir ce qu'on en pense, parce qu'on a une légitimité autour de ça. Je dis toujours on dans l'émission, parce que je suis vraiment pas là, je la présente, mais je suis vraiment pas le seul à la fabriquer. Il y a Jérôme Chon, il y a Guillaume Coche, il y a plein d'autres journalistes, il y a Pierre Lardonnois, toute une équipe technique, une équipe éditoriale qui fait qu'une émission se construit pas uniquement par la personne qui la présente, croyez-moi. Et donc je dis toujours on, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Donc on est des journalistes, on est des raconteurs d'histoire. Faire et imaginer un sujet, ça prend du temps, on en discute beaucoup, parce que faut pas oublier qu'on a que 38 minutes tous les dimanches matins, qu'il y a beaucoup d'enjeux quand tu présentes et quand tu t'occupes d'une émission à TF1. Hein, c'est quand même une grande maison avec des enjeux stratégiques qui sont très importants. Donc voilà, on peut pas se dire tiens, on va faire une vidéo rigolote ou j'en sais rien moi, on va sauter d'un pont sur le toit d'une Twingo, quoi. Voilà, non, ça c'est pas notre fond de commerce. Et effectivement, on s'est plutôt orienté vers du reportage, parce que moi j'y suis très attaché, parce que encore une fois, l'automobile est un vecteur pour tout le monde. Je le dis, hein, on est né sûrement parce que notre maman a été transportée dans une voiture pour nous emmener à l'hôpital. Notre cercueil sera transporté par un corbillard. On est tous partis en vacances dans une voiture. Moi, je le dis et je le répète, même le plus anti-automobile des anti-automobiles aujourd'hui a forcément un souvenir en voiture. Tu me sortiras n'importe quelle personne qui est contre la bagnole à Paris. S'il a un souvenir d'être parti en vacances avec une R11, une CX,
ou n'importe quelle voiture, tu vas lui montrer cette voiture. Encore une fois, il va se revoir dedans avec son père et sa mère partir en vacances. Donc on a tous des souvenirs avec Il la la verra voiture. peut-être pas, mais c'est sûr. Mais oui, mais évidemment, oui, évidemment, mais voilà, on a tous des souvenirs avec des voitures. Les voitures sont souvent une source de rêve, d'inspiration. Hein. Même la personne, quand n'a pas grand-chose à faire de la voiture, il entend brrr, une Ferrari passer, il va la regarder. C'est comme ça, hein. Il n'y a rien de mal à ça. C'est aussi souvent une source de problèmes et d'emmerdes, hein, parce qu'une voiture, ça consomme, on a des accidents avec, les assurances, etc. Donc, on est toujours, qu'on le veuille ou non, concerné par la voiture. Alors moi, mon rôle dans Automoto, celui qui me parle, mais c'est sûrement par rapport à mon background, c'est évidemment la voiture comme objet de rêve et d'évasion. C'est pour ça que moi, je suis parti très vite vers le reportage, parce que, encore une fois, la voiture, mais partout dans le monde. Et crois-moi, Yann, j'ai quand même fait pas mal de pays à travers le monde. Quelle que soit la bagnole, que tu sois en Amérique du Sud, au Vietnam, aux États-Unis, en Afrique du Sud, n'importe où, tout le monde est concerné par la voiture. Alors ça peut être un truc qui roule à peine, ça peut être une Ferrari à 60 millions de dollars, ça peut être un 4x4 en Islande. Tout le monde est concerné par la voiture et il y a des histoires à raconter partout dans le monde. Et moi, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'aime transmettre à Automoto. Et justement, parmi tous ces reportages, toutes ces histoires que tu as pu compter sur Automoto, quelles sont celles qui te reviennent un peu en tête, le plus simplement, les plus marquantes peut-être? Écoute, il y a eu des lieux qui restent. La Speed Week de Bonneville, où tu es sur ce lac salé dans l'Utah, entre Salt Lake City et Reno, où tu es sur la Lune. Voilà, tu es sur la Lune. Tu rencontres des passionnés qui vont décider de battre un record de vitesse avec des motos, avec des trottinettes. Des trottinettes. En fait, la règle à Bonneville, c'est que dès l'instant où le moteur entraîne les roues, et si tu le fais en toute sécurité, c'est acceptable. Donc, il y a des mecs qui roulent avec des tubes à cigares avec des turbines d'hélico derrière et qui vont à 700 km/h. Des Français étaient venus avec un Solex électrique, je crois qu'ils ont le record à 33 km/h, tu vois. Le lac, il fait combien de distance Le lac, il fait 19 km de long. La piste principale fait 7 km de long. Il y a 4 pistes. Et quand tu bats un record, il faut que tu le confirmes le lendemain, en fait. Et en général, ils l'en font tous le matin. Et moi, j'ai toujours cette image parce que j'ai eu la chance d'y aller 3 fois, je crois. Tu as le soleil qui se lève, donc tu as cette espèce de boule rose qui se lève sur ce ciel qui est blanc, comme ça. Donc tu es dans un paysage lunaire, mais qui devient rose, jaune et mauve, comme ça. Tu as cette espèce de caravane avec toutes ces voitures qui arrivent. C'est Mad Max, quoi. Tu vois, tu as vraiment l'impression d'être Mad Max. Donc tu as des paysages comme ça qui sont extraordinaires. Tu rencontres des hommes extraordinaires. Moi, j'ai un souvenir qui viennent comme ça de personnes. J'ai eu la chance de faire une très longue interview de Jackie Stewart au Goodwood Revival qui me reparlait de cette époque bénite mais aussi maudite des années 60 où en gros il perdait un pilote à chaque Grand Prix et à chaque week-end, si tu veux. Donc, est-ce que tu peux présenter un peu juste Jackie Stewart? Jackie Stewart, c'est un pilote écossais qui a été un petit peu le précurseur de la sécurité en fait en Formule 1. Qui est un contemporain des Jean-Pierre Beltoise, des François Sevère. D'ailleurs, ils étaient très très proches, Jackie Stewart, François Sevère et Jean-Pierre Beltoise. François Sevère, qui était donc le frère de la femme de Jean-Pierre Beltoise. Exactement. Donc c'était l'oncle d'Anthony. L'oncle d'Anthony. Oui. D'ailleurs, Anthony m'avait montré des photos où il est tout bébé et il est dans les bras de François Sevère, qui était cette espèce de beau gosse, cheveux bruns, yeux clairs, qui faisait tomber toutes les actrices de l'époque. Je lui demanderai la photo quand je sortirai l'épisode. Tu regarderas parce que c'est vraiment une très belle photo. Ils étaient vraiment très proches, Jean-Pierre, Jackie Stewart et François Sevère. François Sevère est mort aux États-Unis lors d'un Grand Prix dans un de ces terribles accidents qui était tellement fréquent à l'époque. Et on en a longuement parlé avec Jackie Stewart, qui est enfin, je veux dire, c'est l'homme le plus adorable, le plus charmant du monde, qui s'avoue lui-même miraculé de cette époque. Donc voilà,
c'est une machine à remonter dans le temps. Et un autre exemple à l'opposé, j'ai eu la chance de rencontrer Paul Walker, donc un des acteurs de Fast and Furious. Alors tu vois, on n'est pas du tout dans le même univers, hein, voilà. Hein. À l'occasion j'avais été sur le tournage d'un des Fast and Furious. C'était celui, alors je sais plus lequel c'est, où il y a cette scène en fait où ils sont à Dubaï ou à Abu Dhabi où la voiture passe d'un building à l'autre. Le 7 ou le 8, j'avoue que j'ai un peu perdu le fil. Je crois que c'est le 7, hein, le 6 ou le 7, je sais plus. Donc c'était des scènes intérieures qui étaient en fait tournées à Atlanta, dans une usine désaffectée. J'avais eu cette interview avec Paul Walker. Alors Paul Walker, tu sais, les interviews américaines, c'est 7 minutes. Voilà, entre 5 et 7 minutes, tu as 2 agents et 3 attachés de presse qui sont derrière toi, puis au bout de 7 minutes, ils disent cut et c'est terminé. En fait, on est resté quasiment une demi-heure à parler avec Paul Walker parce que le mec était passionné de voitures, mais vraiment. Hein, il m'expliquait que ce qui était à l'époque, c'était une, je sais plus ce que c'était, c'était une Lycan. Oui, c'est ça, parce que j'étais en train de réfléchir justement. Ouais, je crois que c'était une Lycan. Je crois que c'est ça. Les gens que je connais bien d'ailleurs qui sont installés à Dubaï. Et en fait, il m'expliquait qu'en dessous, ils avaient pris un Boxster, enfin ou un Cayman, je sais plus non, c'était un Boxster pour les scènes d'action parce qu'évidemment la Lycan était une voiture beaucoup trop chère pour effectuer toutes ces cascades. Il m'a parlé de ses bagnoles, il m'a parlé de son projet de monter une écurie de manière très sérieuse, une écurie Fast and Furious avec Vin Diesel et avec les autres pour les faire participer. Parce qu'ils étaient vraiment tous potes. Ils étaient vraiment tous potes. C'est assez incroyable parce que aujourd'hui on a l'impression que c'est un argument marketing, un petit peu ce côté un peu famille de Fast and Furious. Mais quand moi j'ai eu la chance d'aller sur 2 tournages de Fast and Furious, et c'était à l'époque encore où il y avait Paul Walker. C'était vraiment des potes, quoi. C'était vraiment des potes. Ils s'amusaient, ils rigolaient. Et je crois que c'est peut-être 3 semaines ou après un mois cette interview, il est mort. Il s'est tué à Los Angeles dans une Carrera GT avec son meilleur pote qui était directeur d'écurie. Et malheureusement, j'ai jamais pu passer cette interview parce que on l'avait tourné avec les équipes d'Universal. Et moi, j'ai appelé les gens d'Universal. J'ai dit, écoutez, voilà, Paul Walker est mort. On a fait cette interview. J'aimerais beaucoup récupérer les rushs pour faire un sujet hommage. Bon, c'était un peu trop tendu pour eux, hein, parce que les Américains, ils ont un principe de précaution et de prudence qui est hyper important. Et c'est dommage parce que, encore une fois, tu vois, voilà, Jackie Stewart, Paul Walker, voilà, les grands écarts. C'est pas possible. Et t'arrives comme ça à passer des moments assez extraordinaires par des gens qui sont passionnés de l'automobile, mais qui sont aux antipodes. Voilà. Donc, t'as des lieux, t'as des endroits. Je le cite souvent, mais j'ai cette expérience d'avoir pu courir au Mans Classique. Je crois que c'était en 2016, si mes souvenirs sont... Non, ouais, 2016 peut-être. Dans une Jaguar Type E que j'avais jamais conduit auparavant. Parce que un gentleman driver qui est un ami m'a dit oh bah tiens, si tu veux, je te file le volant parce que moi je vais me concentrer sur mon autre voiture qu'il avait engagée. Et je me retrouve au volant de cette Jaguar Type E sous la pluie à 23h avant de me lancer sur le circuit du Mans, le grand tracé, hein, attention, avec entouré de Ford GT, de Cobra, de 911, de Mustang. Il se met à pleuvoir et là je me dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Que des voitures inestimables, des conditions dantesques. Ouais, voilà. Et puis tu te dis bon, je suis pas pilote, hein. Moi j'ai jamais dit, je me revendique surtout pas pilote. Pilote, c'est un travail et c'est pas le mien. Je sais conduire mais je suis pas un pilote. Et je me suis dit, c'est une des rares fois automoto, je me suis dit est-ce que j'y vais? Tu vois, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Parce que j'avais des caméras, on avait mis un petit peu d'éclairage, donc déjà que tu vois rien la nuit au Mans dans une voiture qui date des années 60. Là, à un moment, je me suis dit, je vais pas y aller, parce que là, je fais une connerie. Et puis, en fait, tu rentres en pré-gris, tu remontes la ligne droite des stands, tu passes le Dunlop, donc déjà, là, si tu veux, tu es juste en mode Steve McQueen Le Mans. Hein. Tu te dis, OK, là, c'est un rêve éveillé. Puis quand tu arrives dans les Hunaudières, ils t'entendent les V8, des GT, des Cobra qui partent, tu te dis, bon, on va y aller, quoi. Je veux dire, même si tu n'as jamais conduit cette voiture, même si tu n'es pas un pilote, même s'il pleut, même ce que tu es en train de faire est quand même super dangereux, bon, t'y vas, quoi. Et puis ce qui est terrible, c'est que tu vas doucement, et puis au bout de 3 tours, ça y est, hein, tu as compris avec qui tu pouvais te battre, tu vas cavaler après la Mustang, qui va être plus rapide en ligne droite, mais que tu vas rattraper dans les virages Porsche, enfin, et tu redeviens un gamin. Donc ça, c'est des expériences, mais inestimables. C'est-à-dire que je n'aurais jamais pu les faire si je n'avais pas travaillé à Automoto. Et beaucoup de gens nous disent vous imaginez la chance qu'on a. Alors, croyez-moi, j'imagine bien la chance que j'ai de pouvoir faire tous ces reportages et de pouvoir conduire les voitures que je conduis. Et ce qui est très important pour nous, c'est de transmettre ça aussi. C'est-à-dire transmettre cette émotion quand tu vas parler avec un Jackie Stewart, transmettre cette émotion quand tu vois ces voitures arriver sur ce lac salé à Bonneville, transmettre ces émotions quand je gueule comme un gamin dans la ligne droite du Hunaudière en disant parce que voilà, t'es hystérique, tu peux pas faire autrement. Et donc
il faut, et c'est là où le digital a apporté quand même pas mal de choses pour nous, c'est que tout ce frein qu'on pouvait mettre à la télé, parce que c'est la télé, tu comprends? Bon, voilà, quoi. Ça a sauté. Voilà, si t'as envie de gueuler à la télé, tu gueules. Moi, ça m'est arrivé d'être au bord des larmes sur certains essais. Hein. On me parle beaucoup de cet essai de la Singer, cette fameuse 911 réimaginée par ce préparateur américain. Je leur courais après depuis 1 an et demi. On arrive à faire le sujet. Et là, juste avant de prendre le volant de la voiture, qui est une espèce de réinterprétation néo-rétro quasi parfaite en termes de design de ce qu'on peut aimer dans une 911. Et là, j'ai un coup de flip, mais vraiment, avant de prendre la voiture, je me dis, mais si c'est une merde, la voiture. Parce que aucun média français l'avait essayé. 3-4 journalistes, peut-être dans le monde, l'avaient essayé. Je devais voir Chris Harris qui l'avait déjà essayé. Chris Harris, alors oui, parce qu'il travaille en fait. Et c'est un pote de Rob Dickinson, le patron de Singer. Et en fait, c'est surtout un très bon pote d'un des principaux responsables de programmes sportifs de Porsche. Alors, ils n'aiment pas trop le dire, parce que tu sais, Porsche est très conservateur sur tous ces préparateurs qui travaillent sur des 911. C'est sûrement pour ça aussi que Chris Harris a pu faire cette fameuse vidéo. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais tu sais, de la personne qui est en charge de tout le département RS. Oui, bien sûr. C'est cette personne. Okay. Et pour tout te dire, en fait, si j'ai réussi à mettre la main sur les gens de chez Singer, c'est parce qu'à un salon de Genève, un bon ami à moi qui travaille dans l'horlogerie, parce que Singer a fait des montres aussi, me dit, lui, il servait en fait un petit peu de mise en relation entre Singer et le monde de l'horlogerie en Suisse. On buvait un coup et puis il me dit, ah bah tiens, tu dis nous ce soir. Alors moi j'avais un truc prévu avec un constructeur dont je tairai le nom parce que j'ai raconté un immense mensonge pour pas me rendre au dîner. Je dis bah je sais pas pourquoi. Il me dit ouais bah tu connais Singer. Je dis putain le préparateur. Il me dit ouais bah écoute je mange avec Rob Dickinson, Chris Harris qui était là. Le monsieur de chez Porsche, dont je tairai le nom parce que je ne sais pas trop s'ils savent les accointances qu'il y a entre Singer et ce monsieur, et l'attaché de presse de Singer. Alors évidemment, là, j'appelle tout de suite le constructeur pour lui raconter un immense mensonge en disant ah non, je suis pas bien. Hein. Et me voilà parti dans le resto et je me retrouve donc en face de Rob Dickinson, à côté de Chris Harris. À ce dîner et voilà je me présente machin, donc ils savent absolument pas qui je suis. Automoto évidemment ils connaissent pas hein. Bien le dernier de leurs soucis. Et en fait on passe une très très bonne soirée puisque je me réveille le lendemain avec une petite gueule de bois, ce qui est jamais très bon avant de débuter un salon, mais le patron de Singer, Rob Dickinson, étant un ancien chanteur de rock anglais si tu veux. Okay. Comme tout chanteur de rock anglais qui se respecte, il aime faire la fête. Elle rajoute à ça Chris Harris, qui n'est pas le dernier non plus à boire un coup. Donc on a vraiment passé une super soirée, voilà. Mais ça m'a valu une petite gueule de bois le lendemain et je déteste ça. Parce qu'évidemment, quand tu attaques un salon avec un mal de tête et un petit peu fatigué, c'est pas la meilleure des manières d'attaquer ça. Mais à côté de ça, du coup, je dis pas qu'on est devenus potes, si tu veux, mais il a vu que j'aimais la voiture, il avait compris un peu la façon dont je voyais les choses. Il a fallu encore, je sais pas moi, au moins pas loin de 1 an derrière en fait pour pouvoir monter le truc parce qu'ils n'avaient pas de voiture de presse. Il fallait que ce soit une voiture d'un propriétaire. Il fallait que le propriétaire accepte qu'une chaîne française qui leur est complètement inconnue roule avec sa voiture. Et nous voilà partis. Sachant pour mettre en perspective, c'est des voitures qui sont très chères et qui demandent un délai d'attente qui est monstrueux. Ouais, voilà, en fait, c'est une base de 964, de 911 964 qui sont totalement revues. Je veux dire, moteur, il reste pas grand-chose de la voiture. Ils refont la carrosserie avec ce design qui est juste splendide. Et aujourd'hui, tu as 2 ans, 3 ans d'attente sur une Singer. Dont la plupart maintenant partent en Asie parce qu'évidemment, c'est devenu une mode. Donc, il y a des délais d'attente qui sont monstrueux. Et enfin, on arrive à caler ça au rythme parce que nous c'est pareil, il fallait que ça tombe bien par rapport à un truc qu'on avait à faire là-bas. Et donc je me retrouve au volant de cette Singer magnifique, bleu comme ça, bleu ciel, qui s'appelait la Connecticut, parce qu'en général ces voitures ont un nom, et le nom vient souvent de l'état en fait où le proprio habite. Donc le proprio de ma voiture avait été le Connecticut, donc c'était la Connecticut One. Et en fait, comme ça, en une demi-seconde, je dis mais si c'est une merde en fait la voiture, parce que tu sais pas entre ce que tu vois sur les réseaux sociaux et ton ressenti, et là pendant 30 secondes, je dis mon Dieu, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Le truc a été annulé 3 fois, on a réussi à le remonter, on avait filmé l'usine, le machin et tout. Pourvu que je sois pas déçu, quoi. Pourvu que je sois pas déçu, parce que là tu peux pas tricher, tu vois, tu te dis voilà. Et je dis, bon, bah, on verra bien, de toute façon, allez, on lance les caméras et tout. Et là, au bout de, je sais pas, 1 kilomètre, quoi, je me rends compte, voilà, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que
tout ce que tu peux aimer dans une Porsche 911, si tu veux, refroidi par air, ce mec, ce Rob Dickinson, ancien chanteur de ce groupe Catherine Wheels anglais qui se retrouve aux États-Unis, toujours passionné de Porsche et qui arrive à lancer cette espèce de programme un peu fou de réimaginer une 911. Tout ce que tu peux aimer dans une ancienne 911, lui, il le concentre dans une voiture. Mais le bruit, la tenue de route, en plus, j'avais la chance que ta Singer, tu la règles comme tu veux, si tu veux. Donc, c'est un réglage assez sportif, assez racing que le propriétaire avait demandé. Donc, moi, j'achèterais une Singer, je la réglerais pareil, si tu veux. Et là, c'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. Et si tu veux, cette mélange d'avoir tellement attendu pour faire ce sujet qui a été annulé 3 fois, puis reporté, puis machin. Cette gueule de bois. Non, parce que là, tu es aux États-Unis, donc tu es bien après. Hein. Non, mais le souvenir de cette gueule de bois. Cette gueule de bois, oui, effectivement, où tu te dis putain, t'as quand même bien galéré pour le monter ce truc. Et tu te retrouves franchement à conduire une espèce de nirvana de porschiste. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les Porsche 911. Je trouve que c'est encore une fois une pierre angulaire de l'histoire automobile, comme peut l'être une Lamborghini Miura, comme peut l'être une Citroën DS, tu vois, en termes de design, etc. Donc pour moi, la 911, ça fait partie d'une des 10 voitures les plus importantes de l'histoire automobile. Et tu as ce mec qui a réussi à tout mettre dans la même bagnole, en termes de sensations, en termes de sécurité, en termes de design. Et là, tu te dis, putain, voilà, on a réussi un truc, et je suis super content parce qu'on reste encore, on n'est pas le seul média, peut-être un autre média, à avoir pu faire ce reportage. Et je pense que c'est le reportage dont on me parle le plus encore aujourd'hui, alors qu'on l'a tourné il y a 3 ou 4 ans, je crois. Je mettrai un lien vers ce reportage. Comme ça, ouais, bien sûr. Et tout le monde me parle je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tout le monde me parle de ma tête, en fait, si tu veux. Et c'est vrai que putain, c'est une espèce de libération, quoi. Tu vois, en disant, on est en train de vivre un moment exceptionnel parce que tout le monde parle de ces voitures. Ça a fait un buzz incroyable sur les réseaux sociaux, hein, puisque c'est parti de là, hein, Singer. Hein. C'est clair. Et tu t'aperçois que tu es dans une espèce de... Je me rappelle, je dis, je ne sais pas si la perfection automobile existe, mais en tout cas, là, on n'en est pas loin. Et c'est vrai, voilà, parce que c'était une certaine idée de la perfection automobile. Quand tu rentres dans une Lamborghini Miura, qui était la première supercar, hein, à recevoir le nom de supercar, là aussi, tu es dans une certaine perfection. Tu vois, l'architecture du moteur, la carrosserie. Et la Singer, en termes de préparation, de réimagination, je ne sais pas si ça se dit, d'une voiture iconique, pour moi, t'étais pas loin de la perfection. Donc, je suis très ému, mais je suis vraiment très ému. Alors, ça peut paraître con d'être ému en conduisant une voiture. Hein. Non, mais moi, je l'assume tout à fait. Voilà, encore une fois, je le dis. Là, pour moi, la voiture est une usine à émotions. Et là, je suis vraiment ému. Voilà, parce qu'il y a tout qui remonte. Il y a ce souvenir, ce machin. Et puis, tu te dis, ouais, voilà quoi. C'est bien. Tu sais que c'est amusant qu'on parle de Zinger parce qu'ils ont sorti récemment, tu sais, ce fameux modèle qui est un peu... oui, cette réinterprétation de la 959. Je crois que c'est une commande particulière d'un propriétaire qui a voulu faire cette réinterprétation un petit peu de la 959. Des 959 du Rally Raid, des Rally Raid, ouais. Incroyable. Et puis cette vidéo, tu sais, où il a... Alors j'ai plus le nom en tête non plus du pilote qui la prend en main, mais t'as une vidéo... Où le gars tape vraiment dedans. Ouais. Alors tu sais, c'est marrant parce que moi, je suis en contact avec les gens de chez Singer régulièrement. Ils m'avaient envoyé la vidéo bien avant en fait qu'elle soit officiellement présentée. Et il m'en avait un petit peu parlé parce Rob m'avait parlé encore une fois parce que voilà, on a passé de bons moments. Il me fait totalement confiance. Il m'avait parlé des 2-3 projets en fait qu'il avait en tête. Celui-ci en faisait partie. Il y en a un autre. Ah, donc déjà. Oui, bien sûr. Ouais. Il y en a 2 autres, en fait, sur lesquels il travaille depuis 3-4 ans. Je ne vous dirai rien. Parce que hâte de voir ça. Ouais, je peux vous dire que c'est assez rigolo. Il y en a une qui est très rigolote. Mais ce mec est un perfectionniste. C'est-à-dire que chaque détail compte. Voilà, c'est leur truc. Tout est important. C'est le motto de Singer. Tout est important. Et ça l'est. Voilà. Et quand tu vois ce qu'ils font, ça prend tout de suite. Hein. On parlait de l'importance du digital. Personne l'a vu cette voiture encore, mais c'est vrai que quand tu vois la qualité des films, incroyable, et ceux qui retranscrivent, bon voilà, t'as accroché. Hein. C'est clair. Et justement, toi, à titre personnel, quels sont un peu les autos qui ont pu te faire rêver plus jeune et qui te font rêver maintenant ? Alors, en automobile moderne, franchement, pas grand-chose. Ouais. Parce que
Les automobiles, si tu veux, encore une fois, pour moi, l'âge d'or de l'automobile, c'est les années 60 parce que tu as atteint un niveau de performance qui est assez incroyable et ça reste encore des histoires d'hommes, tu vois. Je parlais de la Lamborghini Miura. Lamborghini a été créé parce que Ferruccio s'est pris la tête avec Enzo Ferrari. Enzo Ferrari a jeté Ferruccio Lamborghini qui venait lui dire que les boîtes de vitesse de ces Ferrari n'étaient pas bonnes. Ferruccio, vexé, qui était déjà un entrepreneur, a dit « Attends, moi, je ne suis pas plus con qu'un autre, je vais faire des bagnoles. » Il faisait des tracteurs avant. Il faisait des tracteurs. Voilà comment est né Lamborghini. Il imagine la Miura parce qu'il veut une voiture à moteur central arrière, ce que Ferrari ne faisait pas et ce que Ferrari fera bien après Lamborghini. Il voulait évidemment un V12. Il débauche la moitié des techniciens de Ferrari qui avaient été renvoyés par Enzo Ferrari et sa femme pour une sombre histoire qui est un petit peu longue à raconter. Et Ferruccio Lamborghini avait dit à chaque cheval supplémentaire empilé dans mon moteur par rapport à ceux de Ferrari, vous aurez une prime en fait. Donc il sort la Miura, voiture qui fait flipper Enzo Ferrari comme jamais. Donc c'est des histoires d'hommes. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du Mans 66, entre la guerre entre Henry Ford le second, qui pareil se fait envoyer balader par Enzo Ferrari qui fait croire qu'il veut vendre Ferrari pour mettre pression sur le gouvernement italien et Fiat pour que Ferrari aille sous le giron de Fiat. Vous pouvez regarder le film. Vous pouvez regarder le film Le Mans 66 avec Kristen Bale et Matt Damon qui est très fidèle à ce qui s'est passé. Voilà, donc la Ford GT est née, c'est une voiture de vengeance en fait, juste parce que Henry Ford a dit bon bah ok, il me l'a mis à l'envers avec Ferrari, et ben moi je vais créer une voiture pour l'humilier aux 24 heures de Mans où Ferrari était souverain. Donc dans ces années 60, c'est des voitures, donc c'est des histoires en fait, c'est histoires d'hommes. Alors je dis pas histoire de femmes parce qu'il y avait très peu de femmes à l'époque dans le milieu automobile, c'est des histoires d'hommes, donc c'est des voitures qui sont... C'était encore à l'époque où le design, l'aérodynamique était importante, mais le design l'était aussi. Donc les voitures sont belles. Tu prends une P3, une P3-4, une P4 de chez Ferrari, c'est magnifique. Quoi. C'était une étude aérodynamique à l'époque, mais ça reste un objet d'art absolument incroyable. Aujourd'hui, les voitures sont des voitures soit de compromis, parce que tu as besoin de rouler avec tous les jours. Très bien, hein, il en faut, bien sûr. Soit des voitures qui sont imaginées maintenant beaucoup par le marketing. Voilà. Donc il y a très peu de voitures aujourd'hui qui me font rêver, mais en revanche, il y a des voitures qui m'intéressent. Tu vois, Tesla, c'est surprenant ce qu'ils arrivent à faire. Là, tu vois, très récemment, je crois qu'aujourd'hui, ils ont montré l'intérieur de leur nouvelle voiture. Ils ont toujours un cran d'avance sur les autres. Nous, on le dit, hein, Tesla, c'est l'Apple de l'automobile. Tu vois, c'est que c'est pas ceux qui en vendent le plus, mais c'est toujours eux, ils sont toujours la locomotive, tu vois, ou les précurseurs de ce qui va arriver. Les Tesla, pour moi, c'est des voitures très intéressantes. Oui, tu as toujours évidemment de l'émotion quand tu vas te mettre le cul dans une Lamborghini, dans une Ferrari, mais moi, je ne ressens pas les mêmes émotions dans une voiture moderne que dans une voiture ancienne. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup fait en sorte d'emmener l'automobile ancienne dans l'émission, parce qu'il y en avait très peu avant, parce qu'encore une fois, ça parle à tout le monde. Tout le monde est nostalgique, hein, des années 60, 70, 80, 90, on le voit avec l'engouement des en fonction de sa génération. C'est générationnel, de toute façon. Donc, je trouve qu'elle te procure une émotion qu'une voiture moderne ne te procure pas. C'est pour ça que moi, en général, quand je fais des courses automobiles, je les fais quasiment à 90% en ancienne, parce que... tu n'auras peut-être pas la vitesse, tu n'auras peut-être pas la performance que tu peux avoir sur une voiture moderne. Moi, c'est pas très important parce qu'encore une fois, je suis pas un pilote. Quand je fais une course automobile, c'est pas pour gagner, je m'en tape. C'est pour passer un bon moment et avoir des émotions, si tu veux. Et justement, tu prépares un tour auto, c'est ça ? Ouais, alors tu vois, je prépare un tour auto avec l'une de mes voitures, qui est une Abarth A112, concurrente de la Mini, 70 chevaux. On va essayer d'en sortir un petit peu plus quand même. Mais et j'ai super hâte, quoi, tu vois. Et j'ai encore une fois, hein, j'ai pas besoin d'avoir une Ferrari ou une Aston Martin pour en profiter. Moi, c'est des voitures qui me parlent. En plus, la Abarth A112, c'était ma première voiture. Quand j'ai eu mon permis de conduire, mon père m'a donné ça. Dieu seul sait pourquoi. Ça reste une énigme. J'aurais dû lui demander. Malheureusement, il nous a quittés il y a 2 ans. J'aurais dû lui demander parce que c'était déjà une petite voiture à l'époque. C'était une bombinette, hein, quand même. Bah, c'était une bombinette. Elle est déjà un petit peu vieille, hein, quand j'ai eu mon permis, mais j'en garde des souvenirs absolument dingues. Bon, je faisais n'importe quoi avec. C'est pour ça qu'il me l'a enlevé au bout de 3 mois, au profit d'une Super 5. Coup de cœur, grise. Mais je me suis toujours dit, un jour, j'en aurai une. Et j'en ai trouvé une, ce qui est difficile parce qu'évidemment, comme toute voiture italienne de cette époque-là, c'est devenu des tas de rouilles. Hein. J'en ai trouvé une à peu près en bon état.
que j'ai décidé de coursifier pour courir avec, parce que, encore une fois, moi, j'aurais plus de plaisir à faire un tour auto ou un tour de Corse historique avec cette Abarth que de me retrouver dans une Porsche ou une Ferrari moderne. Mais vraiment, hein, je le dis de manière très sincère. Et j'ai rien contre les championnats modernes, au contraire. Hein, j'ai eu l'occasion de faire quelques courses et de couvrir quelques événements. C'est fantastique. Mais je trouve que le charme de l'ancienne me touche plus en fait que la technologie moderne. C'est tout simplement. Et justement, sur tes achats, ça peut se ressentir un petit peu. C'est quoi la dernière acquisition que tu as pu faire? Alors là, je suis en train de finaliser l'achat d'une Jeep Willys. Alors tu vois, ça n'a juste rien à voir par rapport à... Parce qu'encore une fois, la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui touche autour du débarquement me tient à cœur. Alors est-ce que c'est encore une fois cette histoire des États-Unis et tout? Je sais pas. Mais j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres là-dessus. Je connais ça par cœur. J'adore tous les avions de la Seconde Guerre mondiale et cet univers-là me passionne. J'ai eu l'occasion de faire deux, trois sujets pour Automoto autour des véhicules, du débarquement, tout ça, dont un l'an dernier qui reste. Tu vois, on parlait de rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer un vétéran du débarquement anglais qui s'était engagé dans la marine anglaise, dans la Navy, à 16 ans, en faisant croire qu'il en avait 18, qui avait été chasser les sous-marins allemands dans l'Atlantique pour après aller débarquer en Normandie. Donc le mec est évidemment un survivant, et quand tu rencontres ces gens-là, crois-moi, ta gueule de bois ou ta migraine, t'as vite fait à l'oublier, ou tes petits problèmes, quand t'as la chance d'échanger avec ce même... Je suis resté un quart d'heure, 20 minutes, on s'est assis, je crois qu'on était à Ouistreham, je sais plus. On n'était pas à Ouistreham, on était à... Je sais plus où on était. Le nom va me revenir, c'est où il y a le port artificiel. Le nom m'échappe. Je vais pas dire une bêtise que je suis. Ça va me revenir. Parce que le nom m'échappe parce que la rencontre m'a vraiment marqué. On s'est assis avec ce monsieur, on a parlé pendant un quart d'heure. Là, il te raconte sa vie, ce qui s'est passé, et il te raconte aussi la première fois qu'il a conduit une Jeep. Donc après avoir débarqué. Parce qu'évidemment, tout tournait beaucoup autour de cette fameuse Jeep Willys, hein, qui était, selon Eisenhower, le grand responsable du débarquement, l'un des 3 principaux outils de la libération avec l'avion, le DC-3 et les barges de débarquement. Et il te raconte la première fois qu'il a conduit une Jeep Willys. Moi, je suis allé faire le reportage sur place avec une Jeep Willys. L'histoire de cette voiture est complètement dingue. Imaginez en tout point pour ne avoir une durée de vie que de 3 à 6 mois sur les terrains, sur les champs de bataille, qui peut aller sur des chemins de fer, puisque la largeur entre les roues correspond exactement à celle d'un chemin de fer pour pouvoir s'en servir comme locomotive. Voilà. C'est un univers qui me passionne. C'est un condensé d'ingéniosité. Oui, voilà. Et j'ai eu l'occasion, là, très récemment, d'avoir accès à une de ces voitures qui a participé, en tout cas qui a débarqué en Normandie, et qui ensuite a suivi les Américains. Alors, je vais essayer de retracer son histoire, mais à mon avis, ce sera un petit peu compliqué. Qui a dû suivre soit les parachutistes, soit la 3e armée de Patton pour remonter sur Bastogne, et puis après elle est restée 60 ans en fait dans la caserne des pompiers de Bastogne, stockée là, voiture qui n'a jamais eu de carte grise puisqu'elle est arrivée sur une barge de débarquement. Donc voilà, et du coup derrière, je me suis dit, tu tombes sur une voiture comme ça qui est un morceau d'histoire, tu ne peux pas ne pas l'avoir, quoi. Voilà. Alors c'est une voiture qui va évidemment pas vite, mais qui te procure des sensations incroyables. T'es dans un univers. Alors quand tu regardes la voiture, elle est un peu cabossée, tu vois, elle a des signes de vieillesse. Elle a toujours cette issue d'origine. Elle a 80 ans. Hein. Elle a toujours cette issue d'origine. Donc tu te dis, ok, mais il y a sûrement des GI qui ont posé leur cul là-dedans. Voilà, je suis en train de regarder le port, le Mulberry est donc à Arromanches. Voilà. C'est donc à Arromanches que j'ai eu la chance de rencontrer ce vétéran anglais. Donc voilà, donc tu te retrouves avec cette voiture qui a toujours ses sièges d'origine. Donc c'est un morceau d'histoire. Et c'est ce que je te disais. Tu vois, t'es pas obligé d'aller vite avec une voiture pour te procurer des sensations. C'est juste une façon d'être, en fait. Voilà. Et c'est ça qui est important pour moi dans les voitures, c'est ce qu'elles représentent, le contexte. Tu peux prendre autant de plaisir à être dans une Mustang cabriolet parce que ça va t'évoquer la route 66
d'une Jeep Willys parce que c'est un contexte historique qui est très particulier, ou dans une Abarth A112 parce que tu vas t'éclater dans une spéciale de rallye et tu vas t'éclater à 80 km/h, quoi. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une voiture qui te parle, en fait, tout simplement. Ou d'une Alpha, parce que tu as un attachement aussi particulier à Alpha. Oui, j'ai une Alpha, j'ai une Giulia, une Super 1600 de 71, qui, voilà, moi je crois beaucoup au destin. Tu vois, la Jeep Willys, ça s'est fait comme ça. La Abarth A112, pareil, elle m'est tombée dessus alors que j'avais un petit peu abandonné l'idée. L'Alpha, pareil, c'est des voitures que j'aimais beaucoup. Bon, je pense que c'est lié aussi aux souvenirs que j'ai avec mon père. Et du coup, je l'ai trouvé un petit peu par hasard, cette voiture. Je me suis même marié dedans. Tu vois. Au début, je me dis, je vais prendre une grosse bagnole, je vais prendre une Rolls, tout pour faire le beau. Là. Et puis, avec ma femme, on s'est dit, mais attends, on l'a sous la main, c'est complètement con, quoi. On s'est marié dedans. Ma femme sent un petit peu l'essence en sortant de la voiture avec sa robe de mariée. Je m'en excuse encore, ma chérie, mon amour. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, mais ouais, tout ça fait que voilà, j'ai aucune voiture qui est très puissante parce que d'abord, j'ai pas les moyens. Hein, j'aimerais beaucoup avoir une grosse voiture qui coûte très très cher. Mais toutes les voitures que j'ai sont des voitures qui me parlent, en fait, voilà. Que ce soit une Abarth de 70 chevaux, que ce soit une Jeep Willys qui a 80 ans ou mon Alpha qui est juste un bonheur d'agilité à conduire. Sont des voitures qui me parlent et un jour je me suis dit je vais en vendre une, puis j'arrive pas à les vendre, en fait, c'est pas possible. J'ai un problème avec ça, c'est que j'empile et il y a une vieille Mini qui nous attend aussi dans le sud-ouest, qui est à ma femme cette fois, parce que j'ai la chance d'être marié à une femme qui adore l'automobile, mais vraiment une passionnée d'automobile. Chaque fois qu'il faut changer de voiture, je la laisse décider parce que c'est trop compliqué. Moi je suis en scooter, c'est plus simple. Donc j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes voitures, en fait, et je crois que je le ferai pas, hein. J'arriverai pas. Oui, parce qu'il y a trop d'histoires, trop de souvenirs qui sont attachés. Il y a trop d'histoires, trop de souvenirs. Et puis encore une fois, bon, dans ta vie de tous les jours, moi je le dis, je suis en scooter. Hein. Mais ouais, toi qui aimes la bagnole. Mais je dis, moi de toute façon, vous savez, même si vous avez une Ferrari, vous n'irez pas plus vite dans les embouteillages à Paris. Cette ville est un enfer de circulation. Donc moi je suis en scooter toute la semaine, ça me va très bien. Je sais à quelle heure j'arrive, je sais à quelle heure je repars, ce qui n'est pas vrai quand tu es en voiture à Paris. Et puis le week-end, je profite de mes voitures, et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer de toute façon. Parce que les habitudes sont en train de changer. Il faut qu'elles changent. Hein. Je ne suis pas complètement débile. Hein. Ce n'est pas parce que j'aime la voiture, les V8 américains et les vieilles bagnoles que je ne suis pas conscient de tous les problèmes environnementaux qui nous entourent. Donc la voiture va changer. On en parlait d'ailleurs en off tout à l'heure. Ouais, on en parlait tout à l'heure. La voiture va changer. Il faut qu'elle change. Encore une fois, hein, je croise peu de monde qui roule avec des vieilles Mustang ou des vieilles Ferrari tous les jours dans Paris. Voilà, c'est la voiture plaisir, ce sera sans doute le week-end, et la voiture de grande consommation qui sera pas vraiment une voiture mais plus un objet roulant ou un objet de transport, ce sera pour la semaine avec des moyens de locomotion qui seront différents, mais on n'a pas le choix, il faut s'adapter, c'est normal, on évolue tous. Et quoi qu'on le veuille, on continuera d'être mobile parce que c'est propre à l'homme. Mais il faut être mobile. La voiture est le premier objet individuel de transport. C'est-à-dire que la voiture est avant tout synonyme de liberté. C'est-à-dire que si tu pars en bus, en avion ou en train, tu es dépendant de l'horaire du train, tu es dépendant de quand il va partir, tu ne seras pas seul dans ce moyen de transport, tandis que la voiture, si ça te dit à 3h du mat de prendre ta bagnole et de partir à Deauville, personne t'en empêche. Et le fond du problème est là, c'est parce que l'automobile change beaucoup aujourd'hui avec l'électrification, avec la hausse. Faut pas oublier que tout le mouvement des gilets jaunes est quand même parti de la hausse du carburant. C'est parce que on touche à ta liberté quand on touche à ta bagnole. Voilà. Ta bagnole, ça fait partie de ta liberté. Tu peux te déplacer avec, tu vas chercher tes enfants, tu fais ta vie avec ta voiture. Et quand on touche à cet objet de liberté qui est ta liberté propre, évidemment, ça pose problème. Le seul truc, c'est que aujourd'hui, voilà, force est de constater que cet objet qui nous sert à faire plein de choses doit changer. Voilà. Alors, est-ce que c'est l'électrification ? Est-ce que c'est une autre source de l'hydrogène ? J'en sais rien. Écoute, ça c'est encore un autre débat. Mais nous, on n'est pas dupes et on connaît suffisamment la voiture pour savoir que ça doit changer. Moi, je suis très attaché à l'automobile ancienne, à la culture automobile. J'ai toujours la banane quand j'entends un V8 démarrer ou quand j'entends un V12 Ferrari passer. La tradition restera, mais il faut être conscient du fait que
notre façon de nous déplacer, notre façon en général de consommer et de vivre doit évoluer. Parce que s'il y aura sans doute pas d'impact sur notre génération, il y en aura forcément sur les autres. Bien sûr. Et c'est pas de l'écologie à 2 balles de dire ça. C'est une réalité. Voilà. Il faut juste avoir 2 poids 2 mesures et être cohérent en fait dans Bien cette sûr, il faut être transition. tout à fait cohérent. C'est-à-dire que il y aura toujours des tours auto, des tours de course historiques, des rassemblements de voitures le week-end. Mais je veux dire, faut pas être buté. Voilà. Faut pas être buté. C'est une réalité. Elle est devant nous. On se la prend en pleine gueule depuis quelques années parce qu'on s'en rend compte, et heureusement qu'on s'en rend compte. Moi, je dis pas qu'il faut pousser ça à l'extrême, comme on est en train de le faire à Paris, à couper tous les voies de circulation pour faire du vélo et du tout, parce que ça va trop vite, c'est trop rapide et c'est trop politique à Paris. Mais il faut que les choses changent. C'est une réalité. Il faut que les choses changent. Et encore une fois, ça n'enlève rien au plaisir automobile qu'on peut avoir à côté. Tout à fait. Pour finir sur une petite note légère, parce qu'on me l'avait pas mal demandé sur Instagram. Ouais. T'es un fan de sneakers aussi ? Ouais. C'est sûrement lié à ton amour des États-Unis ? Exactement. C'est venu, c'est venu avec les États-Unis. C'est venu avec la NBA. Hein, voilà. Moi, je suis pile poil dans la génération de Michael Jordan. J'ai eu la chance de le voir jouer au Madison Square Garden contre New York en plus, qui est toujours une équipe en général qui lui réussissait bien. J'ai grandi avec les Jordan, avec Dee Brown au concours de dunk où il se met à genoux pour gonfler ses Reebok Pump. À l'époque, je me souviens, j'avais un Ciao, un Piaggio, un Ciao, et j'étais parti jusqu'à Nice. J'avais fait 40 bornes jusqu'à Nice, 40 bornes retour pour aller chercher une paire de Reebok noires Pump, parce qu'elles étaient disponibles qu'à Nice. Et c'est pareil, c'est toujours resté en fait. Je pense que je dois toujours avoir quelques paires qui traînent là, dans le sud de la France. Donc ouais, c'est resté. Et puis c'est vrai qu'il y a cette mode qui a explosé depuis quelques années autour des Jordan, autour des collaborations entre Off-White avec Travis Scott, tout ça sur ces modèles un petit peu spéciaux. Donc tu vois, ça c'est pareil. Il y a quelques années, je serais arrivé avec une paire de baskets à Automoto à TF1. T'es gentil. Déjà, t'es tatoué. Arrête tes conneries. Hein. Tu vas avoir 50 balais, peut-être te calmer un peu. Et puis je me suis dit, mais attends. Si c'est ce que je suis, en fait, tu vois, voilà. Et puis, les mentalités changent. Tu vois, aujourd'hui, être tatoué, c'est plus un problème. Moi, on me demande même de les montrer. Je les montre pas forcément parce que moi, j'ai pas fait des tatouages pour les montrer aux autres. J'ai juste fait parce que c'est mon histoire et parce que mes tatouages racontent mes histoires. Je serai avec une paire de sneakers à poil, comme celle que j'ai pu avoir là qui vont arriver bientôt dans les émissions là, une collaboration entre Star Wars et Adidas, et c'est des Adidas Chewbacca avec des poils qui dépassent. Tu vois, je veux dire, avec des off-white. Bon, voilà, moi je trouve ça marrant parce que les gens qui aiment les baskets vont dire les sneakers, ils captent un peu. Hein. Les autres, ils vont dire c'est ridicule. Écoute, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas très grave, mais en tout cas, ça me correspond. Voilà. J'aime les tatouages, j'en ai. Je les montre. Si j'ai chaud, je me mettrai un polo. On les voit. T'aimes pas. Écoute, de toute façon, ils sont là. Hein, je peux pas les enlever, c'est trop tard. Les sneakers, c'est rigolo. Moi, il y a plein de gamins. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment beaucoup de gamins, tu vois, qui en plus, en toute honnêteté, je pense pas qu'ils regardent Automoto, tu vois. Ils me parlent sur Insta. Ouais, t'as les dernières Off-White, Jordan 4 Say, elle déchire et tout. Et c'est super rigolo, tu vois, parce que voilà, c'est un petit clin d'œil. Je reçois aussi des messages qui disent mais qu'est-ce que t'as tu sais, c'est la grande force des réseaux sociaux, ce fameux anonymat pour les très courageux. Ça accentue tous les comportements, ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Après, je m'en fous. Hein, tu sais, les gens qui disent t'es ridicule, 50 balais avec tes shoes et tout, mais c'est pas grave, ça me correspond. Ces sneakers, je les mets pas uniquement. Bon, là, ça tombe mal. C'est marrant parce que tu vois, j'étais en train de me faire l'affection. On a tous les deux pas de sneakers, on est tous les deux tatoués, mais je me suis commandé une paire de Jordan 1 hier, tu vois. Très bien. Donc, fais gaffe, attention, tu vas y prendre goût. Hein. Ah non, mais les sneakers, ça fait longtemps que j'y ai pris goût. Très bien. Ça fait très longtemps. Tu es un homme de goût. Voilà. Non, là, j'en ai pas aujourd'hui parce que je suis en scooter, il fait un temps dégueulasse dehors. Et puis, sans déconner, j'y tiens un petit peu quand même à mes sneakers. Donc, j'irai pas jusqu'à mettre des sacs plastiques autour, mais je vais pas les sortir, certaines d'entre elles, quand il fait trop dégueulasse. Mais non, mais ça me correspond. Voilà, c'est quelque chose que j'aime. Et encore une fois, moi, je considère qu'aujourd'hui, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de filtres entre ce que tu es et la façon dont tu es à la télévision, si tu veux. Moi, je suis très fidèle à ce que je suis. Voilà, les tatouages, les fringues, des fois je m'habille un peu de manière originale, tout ça, mais j'assume, c'est parce que c'est ce que je suis. Si oui, t'es authentique. Je suis authentique. Les baskets, moi je trouve ça les sneakers, j'adore ça, ça me fait rigoler. Si ça plaît pas à certains parce qu'ils trouvent ça ridicule parce que je vais avoir 50 balais, écoute, tant pis quoi. Voilà, c'est pas grave. Chacun ses goûts.
Tu vois, on ne peut surtout pas plaire à tout le monde à la télé, ça je le sais. C'est pas un but en plus. C'est un parti pris. Ah non, l'important c'est de faire une bonne émission, si tu veux. Voilà. Dès l'instant où je fais une bonne émission, je suis content. Après moi, ce qui est important, c'est pas que je plaise aux gens, c'est que l'émission plaise. Voilà. Moi, je suis comme je suis. Je changerai pas certaines choses parce que je fais de la télé. C'est la chance que j'ai, c'est d'avoir une certaine liberté qui a été aussi acceptée par TF1. Ça prouve aussi que les mentalités évoluent un petit peu en télévision, bien sûr. Mais l'important, pour moi, c'est de faire une bonne émission. Voilà. Après, ce que les gens pensent de moi, je vais te dire franchement, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Je peux rien y faire de toute façon. Non, mais c'est pas grave. Et je l'assume totalement, il n'y a aucun problème. Pour revenir à l'automobile et pour finir avec ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un petit peu sur ta passion automobile, sur Automoto, pour Automoto? Alors, reprendre l'avion. Reprendre l'avion. Se faire vacciner et reprendre l'avion. Non, c'est vrai que là, évidemment, avec le Covid, on manque un petit peu de voyage et d'évasion. Ça, c'est dommage parce que, outre le fait que pour moi, ça fait vraiment partie de mon travail de proposer de l'évasion et de raconter des histoires aux gens autour de l'automobile. Et ça se passe souvent à l'étranger parce qu'il y a des choses incroyables à raconter. C'est ce qui manque. Voilà, c'est ce qui manque. Ça va revenir, on est confiant. On arrive à tenir le coup depuis maintenant pas loin d'un an. Parce que moi j'ai regardé, je me rappelle, on était à la vente Make-up en Arizona, on est rentré en urgence le dimanche et le mardi on était confinés. Donc ça mi-mars ça fera un an donc qu'on n'est pas parti très loin. Écoute, ça se ressent pas trop dans l'émission, on s'en sort bien. Donc ça c'est bien. Encore une fois, l'important c'est de fournir une bonne émission. On le fait avec les conditions sanitaires qui sont celles qu'on doit subir. Voilà, c'est une réalité. Écoute, on s'en sort pas mal. On a pu fournir des émissions quasiment tout le temps malgré les confinements. Je crois qu'il y a juste 2 émissions qu'on a fait des espèces de best-of en mars dernier, qu'on avait vraiment un confinement qui était très dur. En étant journaliste et reporter, on a la chance d'avoir des dérogations pour aller travailler dans des mesures sanitaires extrêmement strictes, aussi quand on est plateau à Mortefontaine. Donc voilà, on attend surtout que ça revienne à la normale pour pouvoir revoyager et reproposer des choses intéressantes et surtout l'évasion parce que tout le monde va en avoir besoin. Tout le monde en a besoin encore aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est vrai que moi, je travaillais depuis un mois et demi sur plusieurs sujets à l'étranger, assez loin. Mais évidemment, avec notamment les variants, etc., bon, ça, c'est tout rebloqué. Ne vous inquiétez pas, tout est prêt. Alors, je peux vous dire que dès l'instant, on va pouvoir voyager. Alors là, ça va être un feu d'artifice, parce qu'on a déjà calé des trucs, en fait. Voilà. Et dès l'instant où on pourra sortir de nos frontières, en tout cas au moins les frontières européennes, on va avoir du lourd. Ça va envoyer du lourd. Ouais, ça va être pas mal. J'ai hâte de découvrir ça et je pense que je suis pas du tout le seul. Ah bah écoute, tant mieux. Merci beaucoup Jean-Pierre. C'était merci à vous. un plaisir d'enregistrer cet épisode, ce second épisode. Ouais, pas de problème. Le premier avait pas très bien marché. Reviens pour un troisième, il n'y a pas de problème. On fera une partie 3. Ouais, carrément. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Merci à toi, merci à vous. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac. Ou simplement à le partager, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Geflo54 qui écrit « Je termine l'écoute de l'épisode de Mathieu Lamour et je suis enthousiasmé par la qualité et la diversité du contenu proposé. La passion exprimée par Mathieu et Yann est contagieuse et m'a transporté pendant plus d'1 heure. J'ai hâte de poursuivre avec la découverte des autres invités. Un grand bravo Yann. Merci beaucoup, ça me touche énormément. J'imagine que c'est pour Jérôme, même si j'en suis pas sûr. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.